Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h sur RTI1. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Berlin depuis dimanche à l'invitation de la chancelière Angela Merkel. Il prend part à la conférence sur le partenariat du G20 avec l'Afrique. La conférence ouverte ce mardi en présence de plusieurs dirigeants africains vise à promouvoir les investissements privés sur le continent. Le dossier EcoPlus de ce 20 fait une incursion dans la régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Quelles sont les réformes entreprises pour réguler le secteur? Ces réformes sont-elles efficaces? Qu'en pensent les consommateurs? Nous ferons focus sur l'ANARE, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. L'État va lancer une procédure spéciale de déclaration de naissance, ce qui devrait permettre à plus de 809 000 enfants d'avoir des extraits d'actes de naissance. La procédure va durer 1 an. Les projets de loi ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. En Allemagne, un ancien infirmier avoue le meurtre de 100 patients à l'ouverture de son procès ce mardi. Il a reconnu les faits pour lesquels il est jugé. Il se présente d'ailleurs comme le plus grand criminel en Allemagne depuis la guerre, d'après ses co-détenus. Soyez les bienvenus sur RTI1. Commençons tout de suite par l'Allemagne, où se tient la conférence sur le partenariat du G20 avec l'Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, comme d'autres dirigeants, y participe à l'invitation de la chancelière Angela Merkel. La conférence vise, je rappelle, à promouvoir les investissements privés sur le continent. Les participants vont faire le point de la mise en œuvre du programme Compact with Africa. Nous y reviendrons certainement au cours de ce journal. Et justement, en marge de cette conférence du G20 avec l'Afrique, le président ivoirien a eu une rencontre avec l'ancien président allemand, Kos Keller, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, également ancien directeur général du FMI, ancien président de la République fédérale d'Allemagne et le chef de l'État ivoirien ont fait un tour d'horizon de l'actualité internationale et particulièrement l'actualité africaine. Awa Touré, envoyé spécial à Berlin. Ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Urs Keller est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental. L'envoyé spécial onusien et le président de la République Alassane Ouattara ont fait un large tour d'horizon des concertations qu'il a entamées avec les différentes parties. L'occasion aussi pour Urs Keller de briefer le président Alassane Ouattara sur son projet de résolution sur le Sahara occidental qui doit être soumis très prochainement au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est en août 2017 que cet économiste, par ailleurs ancien directeur général du Fonds monétaire international de 2000 à 2004, a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme son envoyé personnel au Sahara occidental. Ici en Côte d'Ivoire, l'État va lancer une procédure spéciale de déclaration de naissance, ce qui devrait permettre à plus de 809 000 enfants d'avoir des extraits d'actes de naissance. La procédure va durer 1 année. Les projets de loi défendus par le ministre de la Justice ont été adoptés à l'Assemblée nationale par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Kolo Touré pour le reportage. Sur 100 naissances, seulement 75 sont déclarées alors que la norme est d'au moins 95%. La procédure spéciale qui sera lancée va permettre de rapprocher la déclaration des citoyens. On aura la possibilité donc de voir les sous-préfets, les officiers d'état civil se déporter sur le terrain, dans les localités où les gens n'ont pas eu de papier, pour que ces personnes puissent se manifester et en avoir. Vous savez que certains de nos concitoyens ont des actes de naissance qui sont faux. Il faut donner la possibilité à ces personnes de se manifester et de reconnaître que leur acte de naissance n'est pas enregistré, qu'il s'agit de faux, et leur donner la possibilité d'avoir des actes réguliers en prenant la peine de supprimer les actes irréguliers. On a aussi la situation de nos concitoyens qui ont été, il faut le reconnaître honnêtement, amenés à se servir des actes de naissance de leurs proches pour faire des études. On dénombre environ 500 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles saluent cette procédure spéciale de déclaration. Nous avions souhaité
que l'état civil aujourd'hui, le mécanisme, les dispositions aujourd'hui, l'administration aille vers les populations. Et c'est ce que nous avons appelé une disposition spéciale. La situation chez moi, elle est catastrophique. Parce que dans mon propre village, il y a près de 400 personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Lorsque la loi est venue, quand je l'ai vue, j'ai applaudi des 10 doigts. Les 2 textes adoptés en commission passeront ensuite en plénière avant promulgation. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Samson Kambilé, cela permettra de moderniser l'état civil par la mise en place du registre national des personnes physiques. Au chapitre politique de ce 20, le secrétaire exécutif chargé de l'information du PDCI RDA était face à la presse aujourd'hui à la maison du parti à Cocody. Jean-Louis Billon s'est prononcé sur les résultats des récentes élections, la nécessité de la réforme de la CEI, les résolutions du 6e congrès du parti et les perspectives du parti pour 2020. Alexis Ouedraogo nous en dit plus. Publication injurieuse et xénophobe sur la toile. Le PDCI RDA s'indigne. Je n'ai pas cité de site officiel qui accuse un propos xénophobe. Je vous recommande les sites officiels du PDCI RDA qui sont www.pdci.ci et PDCI 24. Autre sujet abordé, le résultat des récentes élections. On peut se demander légitimement ce qu'aurait été notre véritable score si nous nous étions engagés sur plus de fronts. Certainement que nos suffrages auraient été bien meilleurs. Le PDCI a obtenu 6 postes de conseils régionaux et 50 mairies, des chiffres qui devraient évoluer selon Jean-Louis Billon suite au recours engagé. Nous ne doutons pas que ces victoires obtenues dans les urnes nous reviennent de droit et donc que les institutions judiciaires nationales sauront donner force à la loi et au droit à nos différents recours. S'agissant de la commission électorale indépendante, le parti insiste sur la nécessité d'une réforme en profondeur, une CEI avec une forte présence de la société civile. La CEI telle que nous la connaissons est née en période de crise avec des représentants issus de la crise ivoirienne. Si on estime que cette crise est passée, il faut repenser complètement la CEI. Pareil pour le découpage électoral et l'identification des populations. Jean-Louis Billon est également revenu sur les décisions du 6e congrès qui dénonce l'accord politique portant création du parti unifié. Le PDCI continue de travailler à la mise en place d'une plateforme des forces vives de la nation. Le RHDP, voyez-vous, nous ne le pensons plus. Pour nous, la page est tournée. Pour finir, Jean-Louis Billon a indiqué que le conseil de discipline du parti statuerait sur les élus passant sous la bannière RHDP. À San Pedro, les chefs traditionnels ont organisé une journée de reconnaissance au président de la République, une journée d'hommage en reconnaissance au chef de l'État ivoirien pour ses actions de développement dans leur région. Les chefs se sont donc engagés à promouvoir la paix, comme nous le rapporte de façon détaillée Sam Kona. Les chefs des tribus, des cantons, de terres, de villages et de communautés de Tabou chez le secrétaire d'État Félix Anoblé. Ils sont venus comme un seul homme dire merci au président Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur de la région de San Pedro, notamment la construction très bientôt d'une université moderne à San Pedro. Ils sont également venus saluer le président de la République à travers le secrétaire d'État pour avoir fait revenir la paix à Tabou et à Grabo. Et par la même occasion, lui traduit leur reconnaissance pour avoir nommé leur fils Félix Anoblé au sein du gouvernement. Nous, les chefs du département de Tabou, nous sommes hyper contents. Contents de la politique que le président de la République prône. À travers cette nomination, c'est un signal fort. C'est comme une torche qui s'allume dans le noir et qu'on voit de loin. Un signal qui va nous apporter un bon avenir. Un avenir surtout de développement. Le département de Tabou est trop en retard. Et avec le ministre Anoblé, nous savons que nous allons sortir de cette léthargie. Nous sommes venus saluer et remercier le ministre d'abord et nous le chargeons d'apporter notre commission
au président de la République que nous voulons venir le saluer. Le secrétaire d'État, Félix Anoblé, a au nom du chef de l'État invité les chefs traditionnels à toujours promouvoir la paix et le vivre ensemble dans la région. Tabou et ses environs ont été le théâtre à un moment donné donc de beaucoup de conflits. Il y a un parti qui est au pouvoir. Ce parti, c'est le RHDP. Nous demandons au chef d'adhérer à la politique de gouvernance du chef de l'État, à la politique de paix, de cohésion prônée par le chef de l'État et par son parti politique. Le secrétaire d'État a offert au nom du président de la République des fauteuils aux chefs traditionnels. Comme promis, on en arrive à notre dossier Éco Plus de ce 20h. Nous ferons une incursion dans le secteur de la régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Quelles sont les réformes entreprises pour réguler le secteur de l'électricité? Ces réformes sont-elles efficaces? Produisent-elles les effets escomptés? Qu'en pensent d'ailleurs les consommateurs? Nous ferons donc un focus ce soir sur l'ANARE, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, qui a changé de statut depuis 2 ans maintenant pour devenir une autorité administrative indépendante au pouvoir renforcé. Le dossier Éco Plus est signé ce soir chez Koné. Cocody Riviera. Voilà 3 mois qu'Arlette Tapé, chef d'entreprise, a constaté une augmentation irrégulière de sa facture d'électricité. Ce matin, elle reçoit la visite des techniciens de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE. Avant, la facture d'électricité d'Arlette oscillait entre 100 et 120 000 francs CFA. Mais depuis, cette mère de famille doit débourser environ 250 000 francs CFA, et ce, malgré les mêmes habitudes d'utilisation et les mêmes équipements. On nous a conseillé de changer de compteur. Donc on est passé à un triphasé, mais la facture qui est venue après ça était le triple de notre facture habituelle avec les mêmes appareils. Et c'est comme si on n'avait pas payé de facture d'électricité du tout. Une situation intenable pour cette chef d'entreprise. Elle s'est aussitôt tournée vers le régulateur après plusieurs réclamations restées sans suite auprès de la compagnie chargée de la distribution d'électricité. Nous avons eu à faire des vérifications au niveau des documents que le concessionnaire devait nous remettre, qu'après moult échanges, ils ont fait un redressement, une régularisation, je dirais, pour ramener en fait la cliente pour le montant qu'elle devait en temps normal payer. Plus loin, cette fois chez Bouraïma Sawadogo, victime d'une anomalie de compteur bloqué. Sa facture d'électricité présente un montant 4 fois inférieur à sa consommation habituelle. Pour s'éviter des ennuis, Bouraïma saisit la compagnie d'électricité à 2 reprises sans suite. Contre toute attente, l'usager est accusé de fraude. Une pénalité d'1 million de francs CFA lui est infligée. Ils sont arrivés, ils ouvrent la porte, ils regardent, ils démontent mon compteur, ils me disent que le compteur est touché, que le capot est ouvert, quoi manipulé, fusible manipulé, et que quoi qui est crampé à l'intérieur, c'est des termes techniques que je ne maîtrise pas. Ces types de litiges entre consommateurs et opérateurs sont légion, les abus aussi. Les litiges portent généralement sur des cas de facturation, des cas d'arriérés ainsi que des cas de fraude. De 2014 à 2017, le montant des litiges sur des contestations de factures était estimé à 2 620 millions de francs CFA. Une situation qui soulève la problématique de la régulation du secteur de l'électricité. Déjà en 1998, l'État mesure l'ampleur de la situation et procède à une réforme institutionnelle qui voit la création de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE. Sa mission, conseiller, assister les consommateurs d'électricité et traiter leurs plaintes nées des litiges avec le concessionnaire. C'est le cas du sexagénaire Osei Hachi, venu d'Agoville, 80 km d'Abidjan, pour porter une plainte auprès du régulateur. Propriétaire d'un complexe hôtelier, Osei a été privé d'électricité depuis près de 2 mois. Ils ont dit que j'ai coupé le pont numéro 3 du compteur. Moi, je suis un client, je paie ma facture. Ce qu'on appelle pont numéro 3, je n'ai jamais vu, je ne sais même pas ce que c'est. Et on me dit depuis 6 822 035 francs. Donc, je viens à l'ANARE pour voir est-ce que c'est dans la logique des choses. Bonne ou mauvaise foi de l'abonné accusé de fraude,
Une chose est certaine, face à la détresse exprimée par ce consommateur, la procédure de recours est enclenchée par le régulateur. De plus en plus, le consommateur doit avoir le réflexe de se dire « j'ai un régulateur chez qui je dois porter un recours ». La commercialisation de l'électricité est dévolue à un seul opérateur pour le moment. Donc, il ne faut pas qu'ils se sentent seuls en se disant « comme il y a le monopole, je n'ai pas le choix ». Ils ont le choix et ce choix-là, c'est de saisir le régulateur. Et fait important, cette saisine-là est gratuite. En 2017, l'institution a enregistré au titre des règlements des litiges 351 plaintes, 586 appels, 952 visites, 17 679 saisines via les réseaux sociaux et 91 demandes d'assistance. 75% de ces plaintes ont été résolues. Malgré cette relative performance, l'ANARE n'est toujours pas connu du grand public après 20 ans d'existence. Un taux de notoriété qui avoisine à peine les 14%. Pour inverser la tendance, l'organisme accentue sa politique de proximité. Des caravanes de sensibilisation en partenariat avec des associations de consommateurs sillonnent tout le pays. ANARE est là et l'ANARE est notre avocat auprès de la CIE pour défendre les consommateurs. Des points d'accueil du Conseil d'électricité dénommés Parcelles sont ouverts, mais aussi des rencontres d'information. Comme c'est le cas ici à Yopougon-Niangon. À la demande du syndic de cette cité, une équipe de l'ANARE a tenu une séance d'information et d'explication sur les droits et devoirs du consommateur. Avant, nous ne savons pas quel organisme qui peut nous aider et cela fait que nous laissons tomber complètement les choses afin que nous pouvons poursuivre. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits. On leur reproche la lourdeur au niveau même du traitement des dossiers. On a plein de consommateurs qui nous saisissent ou des questions qui doivent peut-être, où le règlement doit prendre un laps de temps, mais il y a toute une période qui reste où vraiment le consommateur reste sur sa faim. Pour permettre une véritable régulation du secteur ivoirien de l'électricité et faire de lui le premier marché énergétique de l'Afrique subsaharienne à l'horizon 2030, l'État a engagé plusieurs réformes. La plus récente est le changement dans le système de régulation. L'ANARE, une société d'État, est devenue depuis octobre 2016 l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARECI, une autorité administrative indépendante avec des pouvoirs renforcés. Créer un régulateur sous forme d'autorité administrative indépendante est un engagement de l'État d'apporter de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur de l'électricité. C'est une façon d'attirer les investisseurs, mais aussi de protéger les consommateurs surtout. Désormais, l'ANARECI fait office d'une quasi-juridiction. Elle contrôle, enquête et sanctionne. Avec ce nouveau statut opérationnel seulement il y a quelques mois, l'ANARECI affiche clairement ses ambitions. Pour l'ANARECI, les perspectives pour nous, c'est d'améliorer nos outils de surveillance de la qualité du service. On est en train de développer, je dirais, des outils économiques pour que les études tarifaires soient les plus simples possibles pour permettre à l'État d'avoir une bonne visibilité. L'engagement de l'État à travers ces réformes ouvre de meilleures perspectives qui vont, à terme, améliorer la protection des consommateurs et par-delà, améliorer la qualité de service. Surtout que l'État a annoncé l'ouverture à la concurrence du segment de distribution dans le secteur de l'électricité. Voilà, réforme dans le secteur de l'électricité, un dossier EcoPlus signé Cheikh Koné du service économie de la rédaction de RTI 1. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, et l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire ont signé ici à Abidjan un accord de don portant sur un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Cette somme est destinée au financement du projet de branchements sociaux dans la ville d'Abidjan et ce sont plus de 10 000 ménages qui pourront ainsi être raccordés au réseau d'eau potable à des coûts abordables, comme nous le rapporte Jean-Luc Bango. 10 000 francs CFA pour se raccorder au réseau d'eau potable au lieu de 166 886 francs CFA qui est le coût d'un branchement normal avec compteur d'eau. C'est l'opportunité offerte aux populations défavorisées de la commune de Koumassi d'avoir accès à l'eau potable. Fruit de l'accord de don qui vient d'être signé entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Les branchements seront attribués à partir des critères qui devront permettre de toucher effectivement les populations les plus vulnérables. Mais le plus important, c'est que chaque foyer n'aura à payer que 10 000 francs CFA pour se voir raccordé
au réseau d'eau potable. Ce don d'une valeur de 3,5 milliards de francs CFA permettra la réalisation de 10 000 branchements sociaux et la pose de 30 km de conduite d'eau dans le quartier de Koumassi-Grand Campement. Il vient surtout renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Le développement durable tient à cœur à la Corée. Et pour cela, la Corée déploie tous les moyens dont elle dispose en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous attendons qu'après la fin de ce projet, la troisième phase soit lancée avec une implication technologique du plus haut niveau et avec une ampleur plus élargie que la deuxième phase. Ce don constitue la deuxième phase de l'appui coréen pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations défavorisées du district d'Abidjan. Un premier concours de 1,5 milliard de francs CFA avait été octroyé à la Côte d'Ivoire en 2014, permettant la réalisation de 8 870 branchements sociaux à Yopougon, Abobo et Koumassi. Et le ministre malien de l'extérieur de l'intégration africaine est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a rencontré, vous allez le voir, la communauté malienne qui lui a fait part des difficultés rencontrées, notamment pour l'établissement de certains documents administratifs. Le témoignage de Sidonie Davila. Ils vivent en Côte d'Ivoire et sont confrontés aux mêmes réalités. Les Maliens de la diaspora, de manière générale, font face à des difficultés liées à l'obtention des pièces consulaires et la fiabilité des documents établis en Côte d'Ivoire. Ces préoccupations, le personnel de l'ambassade les a partagées avec le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine en mission d'assistance sociale et de prise de contact en Côte d'Ivoire. Nous avons passé en revue ces différents problèmes et nous avons dit qu'il fallait que le personnel diplomatique et consulaire puisse travailler à satisfaire d'abord les demandes de ces documents auxquels les Maliens ont droit et faire en sorte également que ces documents puissent satisfaire aux exigences de la CEDEAO. La visite du ministre intervient 2 mois après la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui place la diaspora en priorité dans sa politique. Les Maliens établis en Côte d'Ivoire sont estimés entre 3,5 et 4 millions. C'est des Maliens qui sont venus s'établir ici pour chercher soit de la richesse, soit de la connaissance. Il va falloir maintenant voir comment est-ce que le Mali peut bénéficier non seulement de l'instruction ici, mais également des compétences ou des pratiques heureuses qu'ils ont pu obtenir ici. Oh, nous sortons d'abord très satisfaits, c'est vrai, parce que nous sommes très confortés par cette visite. Nous avons l'espoir que bientôt il prendra les décisions qu'il faut pour faciliter davantage ce travail d'encadrement que nous sommes en train de faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Au-delà d'une visite de prise de contact avec ses compatriotes, la mission du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine visait également à donner un coup d'accélérateur à la coopération bilatérale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger au PADCOS, première direction Genève, où l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport selon lequel près de 90% des habitants de la planète respirent un air pollué, ce qui entraîne quelques 7 millions de décès par an, dont environ 600 000 enfants de moins de 15 ans. Gabriel Zani pour le témoignage. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, près de 90 personnes sur 100 respirent un air pollué dans le monde, ce qui entraîne quelques 7 millions de décès par an, dont environ 600 000 enfants de moins de 15 ans. Chaque jour, selon le rapport, environ 93% des enfants de moins de 15 ans respirent un air pollué, ce qui met en danger leur santé et leur développement. Nils Högel, un ancien infirmier allemand, a reconnu ce mardi, à l'ouverture de son procès, les 100 meurtres de patients pour lesquels il est jugé. Au début du procès, Nils Högel a reconnu les accusations retenues contre lui devant la cour en avouant qu'il a tué ses patients parce qu'il s'ennuyait. Ses anciens collègues et supérieurs hiérarchiques devront aussi s'expliquer devant la justice une fois le procès terminé.
Le plus grand aéroport du monde se trouve en Turquie. Ce projet titanesque est la future passerelle de l'Europe, l'Asie et l'Afrique. L'aéroport qui se tend sur 76 km² aura coûté environ 6 000 milliards de francs CFA et mobilisé près de 35 000 salariés, dont 3 000 ingénieurs. C'est le 3e aéroport d'Istanbul. Ce chantier a été émaillé de nombreux accidents, ce qui a coûté la vie à une dizaine d'ouvriers et suscité les protestations de travailleurs réclamant des conditions décentes de travail. Et nous repartons en Allemagne où se tient la conférence sur le partenariat du G20 avec l'Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, comme d'autres dirigeants africains, y participent à l'invitation de la chancelière Angela Merkel. Awa Touré est notre envoyé spécial à Berlin. La conférence économique G20 Afrique autour des investissements directs inaugure une nouvelle ère dans les relations de coopération entre l'Allemagne et le continent africain. Il s'agit de créer de meilleures conditions d'investissement pour les opérateurs économiques européens et africains. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, il ne faut pas parler de l'Afrique, mais parler avec l'Afrique à travers un partenariat profitable à tous. L'initiative du pacte avec l'Afrique représente une nouvelle approche. Il s'agit ici d'un partenariat ouvert d'égal à égal qui profite également à tous les participants. Et nous savons bien entendu que chaque pays en Europe, mais également chaque pays africain a ses spécificités, représente des sites particuliers. C'est la raison par laquelle il est important que chaque pays partenaire du pacte avec l'Afrique améliore les conditions pour le développement des affaires dans son pays. Il est important également que les différents pays partenaires expriment ses attentes pour dire comment est-ce que l'on peut les soutenir, mais également que ces pays partenaires nous disent également quels sont les soutiens dont ils ont besoin sur la voie des réformes. Pour cette mandature, Angela Merkel a décidé de la mise en place d'un fonds d'investissement de plus de 655 milliards de francs CFA en faveur des petites et moyennes entreprises. Autre articulation de cette cérémonie, la présentation de grands projets structurants financés par l'initiative Compact with Africa au Sénégal, en Éthiopie, au Togo, au Bénin, au Rwanda, en Guinée, en Égypte et en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui bénéficie d'un projet financé par le groupe Alliance, projet qui consiste en la création d'un pôle informatique appelé à se déployer en Afrique, une plateforme pour développer les paiements mobiles. Je voudrais saluer à nouveau Madame la Chancelière pour ses initiatives et la féliciter pour donc son engagement pour aider le continent africain à continuer de travailler, à réduire la pauvreté. J'adresse bien évidemment mes salutations à tous mes frères chefs d'État qui sont présents et leur dire que la Côte d'Ivoire est heureuse de faire partie des pays de Compact. Les performances que nous avons réalisées dans ce domaine ont favorisé le retour à Abidjan de la Banque de développement allemande KfW et conduit plusieurs entreprises allemandes, dont Allianz et Siemens, à choisir Abidjan comme siège de leurs bureaux régionaux pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et cela aussi a permis à mon pays de bénéficier d'une ligne de crédit de 100 millions d'euros pour le financement de projets pour les énergies renouvelables. Je suis heureux d'annoncer qu'une centrale solaire de 37,5 MW, cofinancée par la KfW via un prêt concessionnel de 27 millions d'euros et l'Union européenne, avec un don de 9,7 millions d'euros, est en cours de réalisation. Je voudrais dire à quel point nous sommes reconnaissants aux entreprises et aux investisseurs allemands d'être présents sur le sol ivoirien et sur le continent. Des accords pour la réalisation de nouveaux projets ont également été signés, des projets d'aide à l'industrialisation, de formation professionnelle, d'éducation, ainsi que dans les domaines des énergies renouvelables et des hydrocarbures.
De l'autre côté du globe, à Genève, en Suisse, le chômage des jeunes est au menu de la 34e session du Conseil d'administration du BIT, Bureau international du travail. La Côte d'Ivoire, membre de l'organisation, y participe. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina. Par ailleurs, les participants vont plancher au cours de cette 34e session sur la politique, le programme du BIT sur la période 2019-2021. Avant de nous séparer, notez que ici en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations que le jeudi 1er novembre 2018, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres journaux.